brinque-ballet, là. Je ne sais pas du tout ce que enfin, voilà, on est en cours de discussion, je filme, je ne sais pas ce que je garderai, je sais pas jusqu'où Est-ce on que va tu veux que je te partir. refasse la visite historique Ah, vas-y, tu veux? de l'explication? Parce que je la fais, maintenant je la maîtrise très bien, hein, à force. Eh ben, vas-y, allons-y. Moi, j'ai mon, Merde, tu vois, tu t'as filmé? j'ai mon petit mug là, je suis au chaud. Ah, je filme tout, hein, c'est Donc, authentique. pour reprendre l'histoire du papier chiffon dans son intégralité, on va faire la version non censurée du papier chiffon, si ça te dit. Ouais, ouais, avec Comme plaisir. ça, on recomprend bien et tu auras ça dans tes petites archives. T'écoutes bien, Ringo, hein? Quand tu auras Tu écoutes? des questions, tu pourras revoir cette vidéo. Donc, le papier chiffon, comme on le connaît et comme il arrive en France au 14e, 15e siècle, donc le papier comme il est créé au départ, c'est bien des chiffons de lin, de chanvre qui sont utilisés. Donc les Asiatiques inventent le papier 2e siècle avant Ouais, Jésus-Christ, ça oui, met oui. des siècles et des siècles à arriver jusqu'à chez nous. L'idée de 12e en Europe, c'est ça? 12e en Europe, d'abord l'Italie, ensuite l'Espagne et après la France, 14e en France. Truc de fou. Donc, c'est les Italiens qui inventent la pile à mailler, au Ouais. passage. Donc, le broyage de drap, de lin et de chanvre avec une pile à mailler, ça a cours du 14e au 18e siècle. On va utiliser que cette méthode-là, à peu près. Donc, avec la pile à mailler, les fameux marteaux. Nanana. Donc, ça, il faut bien comprendre que c'est une méthode de transformation du chiffon qui est complètement archaïque. Et au 18e siècle, cette machinerie-là, elle est remplacée par la pile hollandaise. Donc, c'est les Hollandais, en fait, qui révolutionnent d'abord le monde du papier avec le cylindre hollandais, qui est un cylindre cranté, qui va permettre, en fait, de diminuer le temps de broyage qui était de 36 heures à seulement 6 heures. Et deuxième gros avantage, il crée cette machine, en fait, c'est pour faire un papier plus blanc que blanc. Il n'y a plus besoin de faire pourrir les chiffons. Parce que pour transformer du chiffon avec une pile à mailler, il faut faire pourrir le chiffon pendant plusieurs mois, semaines à C'est quoi? C'est l'avance. pour le rendre beaucoup plus fragile, C'est quoi? ça, plus Ouais. fragile et commencer à séparer les fibres. Si tu fais pas pourrir du chiffon et que tu as un martelage, tu n'arriveras jamais à séparer tes fibres. C'est pour ça Si tu veux bien refaire le petit tic. Donc c'est pour ça Ouais, que donc ça c'est juste pour le folklore, quoi. voilà, Personne peut utiliser ça pour faire du papier aujourd'hui, quoi. ça a plus aucun sens. Depuis le Ouais. 18e, tout le monde utilise une pile hollandaise. Et là où c'est encore plus ahurissant, c'est quand tu vois les reportages dans un fameux moulin de la région où tu les vois jeter des chiffons secs sous les marteaux. Pour un gars qui fait du vrai chiffon, il va te dire mais jamais tu arriveras à les transformer. Donc c'est même eux, ils ne savent pas ce qu'ils font, si tu veux. Donc voilà. Mais bon, donc on passe de 36 heures de broyage à 6 heures seulement avec la pile hollandaise. Tu fabriques des nuages, en fait. C'est ça, je suis un vendeur de nuages. Oh. Donc la pile hollandaise, elle permet aussi de pas avoir de perte de matière première. Avec le pourrissement qu'on devait faire au préalable, on avait une perte de matière première de 30 à 40%. Ok. Donc là, on arrive à transformer à peu près 7 kg de chiffon en 7 kg de papier. Il y a un petit peu de perte due aux microfibres que tu vas recouper un petit peu. Ça, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, ça peut être les microfibres parasites. Ouais. Quand tu vas passer ton chiffon, là, l'idée, c'est de vraiment séparer les fibres, pas trop les recouper, mais c'est plus un arrachement qui va se faire au niveau de la pile. Donc la pile, très simple, le cylindre tourne. Là, elle est en marche, mais elle n'est pas en travail. Pour qu'elle soit en travail, il faut descendre le cylindre. Et il va venir toucher la platine. Donc là, c'est vraiment le frottement des lames du cylindre contre la platine qui est mis à un angle de 3 degrés qui vont créer le défibrage. Et je pense qu'on n'entend plus rien, là. Bah, avec les petits micros, je pense que c'est bon, non? Ah ouais? Je sais pas. Je sais pas, ils captent bien. L'autre fois, on a fait des essais, je sais plus qui c'est qui était venu, qui avait un petit, le youtubeur, Voyage, il y avait un petit micro-cravate, il m'a dit, tu peux me le mettre plus, ouais. Du côté où tu parles, en fait. C'est malin, ça. Oui, mais on peut le mettre sur la veste, hein, Non, bah, parce que là, je peux pas, ça va le mettre dans ma barbe, là, ça. Je peux plus, Bon, remontre-moi le truc des chiffons, là, par contre. Voilà, Parce pour que, couper les chiffons. Au début, j'ai cru que c'était en mode Halloween, c'était juste pour faire rigoler, mais en fait, Ah non, tu veux dire là, avec bah, tout. Alors, le fait de couper, alors, ça, parce que la pâte à papier, bon, oui. on a compris, c'est pas le papier qu'on cherche. On veut un truc un peu plus quali. Donc, le drap,
Déjà, l'appellation papier coton, parce que tu m'avais fait un Non, petit c'est l'appellation disclaimer papier chiffon ouais, papier qui chiffon, est abusive. fibre de coton, et Voilà, voilà, il y a c'est une ça. nuance là. Là, on n'a pas encore parlé des plaques de fibres, on y reviendra juste après. Mais le papier chiffon, donc avec la vraie appellation chiffon, c'est vraiment des draps qui doivent être utilisés. Il y a un abus de langage qui a été fait, et justement, c'est si on utilise des fibres de coton, donc qui ont jamais été du chiffon, on peut garder l'appellation papier chiffon. Mais ça, c'est un truc que moi, j'essaie de me battre contre et qu'on va finir par supprimer, j'espère, à terme. Donc, c'est moi le gardien du langage. c'est ça. Pour faire ces draps, hop, il suffit juste de faire des bandelettes comme ça. Une fois que tu as ta bande qui est prête, tu fais tes petits morceaux. Donc là, il va falloir couper à peu près 7 kg de chiffon. Ça représente. Donc une fois que tu as fait tes chiffons en petits morceaux comme ça, hop, tu bascules. Je suis sûr que ça va taper dans ton micro là, non? Non. Pop, pop, pop. J'ai mes grosses dreads qui tapent dedans. Je crois Mais voilà, donc l'idée c'est d'avoir 7 kg de chiffon. Une fois qu'ils sont prêts, tu vas vers la pile hollandaise, tu balances ça avec de l'eau et c'est l'action du cylindre qui va transformer finalement le chiffon en pâte à papier. Tu le gardes combien de temps du coup ta préparation? Je peux la garder plusieurs jours, voire semaines, mais le mieux c'est de la travailler dans les jours qui viennent parce que la pâte peut avoir tendance à tourner un petit peu. Ouais. Ça c'est le souci. Mais voilà, une fois qu'on a fait tourner notre pile, en général, on essaye de l'utiliser dans les jours, semaines à venir. C'est ce qui fait que ça peut sentir le poireau même quand tu fais pas du papier ça poireau. Ça peut puer un peu, ouais. Pareil, à l'école, quand elle reste, si la cuve est pas trop remuée, pas trop agitée, ça peut un peu fermenter. C'est bon après voilà, ça c'est les goûts et les odeurs. Tu l'as déjà présélectionné là Alors, c'est ça oui, ouais, très ça, intéressant. Dire, là, le coup on va passer en mode ouais. En mode night. Donc, grâce à la lampe ultraviolet, ça va nous permettre en fait de sélectionner les draps qui n'ont pas été lavés avec des lessives modernes. Les lessives modernes, en fait, ça laisse des azurants dans le drap et on les voit, ils ressortent vraiment. Ouais. Voilà. Alors l'azurant, c'est ça le problème. Les azurants et tout ce qui est contenu dans aussi dans les assouplissants, les choses comme ça peut être quelque chose qui va altérer la fixation de la fibre. Et la fixation de la colle dans la fibre aussi. Donc les fibres vont des fois avoir plus de mal à se lier entre elles et un peu comme le délémêlant avec les cheveux, on comprend. C'est un peu pareil. Là, si on a des produits autour de la fibre qui viennent l'altérer, on aura une moins bonne fixation de la fibre et donc un papier des fois qui se tient moins bien. Et pareil, la colle qui aura du mal à se fixer dans la fibre, surtout si on fait un encollage interne. Donc le papier va avoir moins de rebond derrière. Voilà, il pourra être plus fragile, plus dur à encoller, des choses comme ça. C'est pas dramatique, on peut quand même rincer ses draps. Normalement, faut faire un bain avec de la soude ou je sais plus quoi, enfin un truc comme ça. Ça, faut que je revoie. Mais justement, moi, j'essaye de sélectionner les draps qui n'ont pas été lavés en priorité et les autres, on essaiera de les traiter par la suite. Sinon, là, j'ai beaucoup de chance, mais à côté, il y a les chutes que j'ai récupérées grâce à Green Couture, donc qui est une association justement de couture qui récupère ça chez Michelin. C'est des bandes de coton pur et là tu es sûr que ça n'a pas été traité et ça te fait un papier un petit peu écru. Donc je t'en donnerai une feuille tout à l'heure, tu verras. Ça fait un super papier chiffon pour le coup. Tant qu'on est dans les papiers chiffons, on n'en a pas parlé encore, on va parler des choses qui fâchent, mais des plaques de fibres justement, ça arrive dans les années 60. C'est le grand secret des papetiers. Ce que aucun papetier n'a osé avouer parce que justement l'un des plus grands moulins visités a menti sur le fait d'être passé à ça, c'est que faut bien comprendre, dans le monde du papier en France, il y a une première dissociation qui se fait au 19e siècle, c'est qu'à partir du 19e, on commence à insérer des fibres de bois dans la production. Et donc là, on va différencier les papiers usuels et les papiers chiffons qui vont continuer à exister en parallèle du papier usuel, mais où les parts de chiffon vont être de moins en moins importantes. Et où le vrai papier d'art est plus rare, le vrai papier chiffon va exister que pour l'art, les grands ouvrages. Tout le papier, nous, qu'on utilise maintenant au quotidien, ça va être 100% du bois. Donc, le papier chiffon continue d'exister encore aujourd'hui par des artisans comme moi. Donc, faut bien, là, on est dans la niche du papier chiffon, mais dans la niche du papier chiffon, il y a une autre évolution qui arrive. C'est dans les années 1960. Les derniers qui faisaient encore du vrai papier chiffon dans les règles de l'art, ils commencent à passer sur de la plaque de fibre industrielle.
Donc ça, au départ, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est utiliser, on va dire, les déchets de l'industrie textile pour faire du papier. Donc en fait, c'est les fibres trop courtes pour être filées de l'industrie textile. On va les compacter sous forme de plaques et on va les retrouver comme ça. Ça va être livré en palette. Ça vient par contre de Chine, du Maroc, des États-Unis. Donc c'est plus très local, hein. Et c'est surtout que c'est beaucoup plus simple à transformer, plus simple à produire. Et tous les papetiers vont faire la transition. Et certains moulins, donc des moulins touristiques, vont oublier de dire que ils font plus du papier chiffon à l'ancienne, mais qu'ils utilisent un truc qui n'a plus rien à voir. Donc on reste sur des matières de coton principalement. Il peut y avoir du lin, du chanvre, mais par contre, deuxième gros souci, c'est que dans certaines productions, on a une feuille d'un moulin justement de la région qu'on connaît bien. Là, c'est une feuille qui date d'il y a 3-4 ans. Ça, c'est une feuille qui date d'il y a 30 ans. Ta lumière, on n'est pas sur un ultra blanc, mais on voit la différence. On voit la différence de couleur. Il y en a une. C'est quoi? Il jaunit avec le temps? C'est l'exposition aux UV? C'est exactement ça. C'est que, en fait, on se rend compte que ce papier-là, il a été coupé avec de la fibre de bois. Donc, c'est un papier de mauvaise qualité. Parce que le papier où on met de la fibre de bois, ça va diminuer son espérance de vie. Parce qu'il y a de la lignine dans le bois. Et si elle n'est pas extraite, le papier jaunit, durcit et casse avec le temps. Un vrai papier chiffon fait dans les règles de l'art, s'il est bien conservé, il va avoir entre 500 ans et 1000 ans d'espérance de vie. Est-ce qu'on peut dire que ça lui donne une couleur pipi? Ça donne une couleur pipi. Alors après, on peut rechercher la couleur pipi, hein. Des fois, tu vois, moi sur mon coton pur et cru, il est déjà un petit peu couleur pipi de base. Mais lui, c'est pas volontaire, on va dire. Donc voilà, la lignine. C'est embêtant quand c'est pas volontaire. En fait, c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. C'est exactement ça. Le pipi, ça peut être une vraie source de bonheur quand tu libères les os, mais quand c'est pas voulu, c'est moins bien. En gros, c'est ça. Mais donc ça, c'est un bon exemple justement où on voit que les productions coupées à la fibre de bois, elles sont pas stables dans le temps. Comme je te disais, là, 500 ans à 1000 ans d'espérance de vie. Là, on va être sur une centaine d'années, 200 ans. Donc c'est pour ça qu'on a des bouquins qui datent du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qui sont beaucoup mieux conservés que des bouquins post-19e. À partir du 19e, la plupart des bouquins vont mal vieillir parce qu'on insère de la fibre de bois pour produire en plus grande quantité, plus facilement, plus rapidement et pour toucher plus de monde aussi. Donc ça a un bon effet à l'époque parce que plus de monde a accès à la lecture. Mais par contre, les ouvrages sont de moins bonne qualité. La pérennité n'est pas la même. Voilà. Donc pour l'histoire du papier chiffon, on a à peu près fait le tour. Et donc maintenant, 99% ou 99,9% même du papier qu'on appelle chiffon, que ce soit du industriel, le Fabriano, le Arche, le Hanmüll, le Hanmüll aussi, c'est de la plaque de fibre industrielle. Ça n'a jamais été des draps au départ. Ils vont pas se faire chier, les gars, ils font ça à la machine. Là, tu es sûr de ce que tu as dedans. Je dis ça, mais je crois qu'il y a pas longtemps, j'ai pris un petit pack de Fabriano coton. Je vais avoir 20 feuilles, tu payes ça. C'est hors de prix. Ça peut rester des fibres de qualité. Attention. Papier, plaque de fibre n'est pas forcément un mauvais papier. Il y a des moins bonnes fibres en général parce que c'est, comme je te l'ai dit, des fibres trop courtes pour être filées. Là, tu as les fibres qui sont sélectionnées pour faire du fil. Donc, c'est les fibres de haute qualité. Là, c'est plutôt les déchets, ça va être les fibres de la fleur. On n'est pas sur de la pulpe de bois. Non, voilà, ça reste du qualité parce que tu peux retrouver des fibres de lin, des fibres de chanvre. C'est que le côté de ça pratique, c'est que c'est juste, on appelle ça de la pâte sèche en fait. C'est que c'est de la pâte agglomérée que tu as juste à remettre à dissoudre et ça se sépare beaucoup plus facilement. Si tu prends des fibres de qualité, il va te falloir un peu plus longtemps pour les séparer. Donc moi, celles que j'ai, il va me falloir à peu près 1 heure quand même pour bien les séparer. Si tu prends des fibres bas de gamme, dont des fibres de bois, dans un fameux moulin de la région, il fallait 1/4 d'heure. Donc, en fait, ça permet de mettre tout ça en relation. Moins tu fais raffiner, ça veut dire plus tu as des fibres, on va dire, de mauvaise qualité qui sont déjà préparées, on va dire. Plus tu as des fibres de bonne qualité, plus il va falloir. Faut que je te le retrouve, ce truc-là. C'est un petit objet en plastique. C'est un c'est un petit boîtier, un calculateur de rentabilité. Tu as 3 critères dessus, avec une petite manette que tu peux déplacer de gauche à droite pour, si tu veux, attribuer des points, une proportion. Le premier, c'est rapide. Le deuxième, c'est bien fait. Et le troisième, c'est pas cher. Et en fait, dès que tu essaies de pousser... oui, il y a les autres qui reviennent. Quand t'en pousses 2, tu as systématiquement l'autre qui est tout en bas. C'est exactement ça. Dès que tu veux commencer à faire de la quantité rapidement pour du touriste qui n'y connaît rien, t'as aucun scrupule, tu vas leur raconter tout ce que tu veux, ils verront pas la différence. Parce que faut bien comprendre que même un expert en papier, c'est des fois difficile de faire la différence entre un papier plaque de fibre et un vrai papier chiffon. Il y a que le temps qui te permettra de le passer sous presse. Voilà, il y a le temps et c'est surtout, on s'en rend compte pendant les étapes de fabrication.
moi, la pâte, elle réagit différemment, tu vois. Quand tu vas toucher de la pâte de plaque de fibre, tu sens que ça réagit pas tout à fait pareil sous le doigt que de la pâte de chiffon. Même si c'est la même matière, il y a des petites différences. Pareil, la densité, tu as l'impression que le papier est plus lourd sur du vrai chiffon. Ouais, ça, tu me l'avais montré. Plein de petits détails qui peuvent donner des indications, mais une fois que le papier est fini, c'est très compliqué. Il y a des indices aussi qui peuvent bien montrer ça. C'est que là, vu que c'est quand même des fibres de meilleure qualité, le papier ne peluche pas du tout. Sur des papiers plaques de fibres où tu as des... Quand tu commences à le travailler un peu trop, quand tu fais... il peut pelucher un petit peu. Il y a plein de petits indices comme ça. Mais c'est quand même très compliqué de faire la différence. Un très bon papier plaque de fibre aura fait son boulot si justement on n'arrive pas à le distinguer d'un vrai papier chiffon. Mais même moi, je te dis qu'il fait les deux productions, j'ai décidé de bien les ranger dans des armoires différentes parce que j'ai peur de les confondre quand même. Ouais. J'arrive encore à peu près à les distinguer. Oui, mais si tu dois les travailler pour faire la différence, voilà, c'est compliqué des fois. Alors tu t'en rends compte quand même un petit peu, mais si à chaque fois tu galères, tu fais merde, ça c'est du chiffon, non ça c'est de la plaque de fibre, c'est compliqué. Mais par contre, celui-ci, il est au double du prix de l'autre parce qu'il a quand même une qualité supérieure et il a une histoire différente et un temps de travail différent surtout et un savoir-faire vraiment propre à lui-même. Ça, c'est n'importe quel imbécile. Tu lui dis, tu prends 5 plaques, tu les mets dans la machine, il va te le faire. T'es le dernier, là, à être, entre guillemets, gardien de ce patrimoine? En Auvergne, ouais. Et en France, on est encore 3-4 seulement. C'est que des anciens. Okay. Je suis le seul jeune à faire du vrai papier chiffon. Ça, c'est européen comme façon de faire ou alors même les Japonais? Non, c'est européen. Les Japonais, eux, ils utilisent papier washi, c'est à 70. Mais eux, c'est de la fibre de bois, c'est de la fibre de mûrier, c'est l'écorce du mûrier qu'ils utilisent. Mais les Asiatiques sont 10 fois meilleurs que nous sur tous les papiers parce qu'ils ont 1000 ans d'avance sur nous. Donc nous, on a trouvé une manière de retransposer ce que eux faisaient, mais à notre manière à nous, donc ça fait un peu franchement, ça a de la gueule parce que voilà, on coupe des draps, ça fait du bruit, mais eux ils font ça de manière plus élégante et ils font des papiers du 20 grammes au mètre carré qui se tient autant que non mais 20, voilà. Même pas. 20. Non mais et en plus, en fait, le papier japonais. Tu l'as pas vu la trace de fourme sur le papier washi justement? Si, je l'ai vu, ouais. C'était sur du washi que tu l'as fait. Ouais, grave. Mais il y avait 3 feuilles et on a dit on les utilise pour ça quoi. Ah ben. Ce sera le truc précieux. De la fourme sur du washi, c'est quand même un peu. Ouais, il y a un côté précieux et en même temps franchouillard. Oui, on vous le fromage dessus quoi. Ouais. C'est ça. J'avoue, ça peut être mal interprété, mais nous ça va. Bon. Mais le papier washi, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu peux baisser les grammages. Parce que tu as des fibres très longues. Donc en fait, plus tu as des fibres longues, plus tu peux faire des papiers avec un faible grammage, mais qui se tiendront. Parce que on comprend bien que le papier... Et ça pour l'impression, du coup, incroyable quoi. Oui, parce que tu as une souplesse. Oui, tu peux le presser, tu peux aller chercher des détails. Ah bah oui. Tu aurais eu un problème de fou. Là, ce matin, du coup, on a fait les essayages du cube avec Ben. Ouais. Et vu que le cube, il a 40 cm de hauteur, et qui fait que 10 kilos, et que c'est du plastique, quand on appuie dessus, on n'a pas une répartition de force qui permet de choper tous les détails. Du coup, on a mis un lange en dessous du papier qu'on est allé chercher à la cartonnerie, de façon à ce que tu sais le mou permette de plier le papier qui s'adapte un peu au truc. Alors que si on avait eu un rouleau de washi en 2 secondes, c'était plié, tu le poses dessus, ça prend le truc. Mais bon. Mais ils sont meilleurs que nous, hein. On fait ce qu'on peut. Et puis on n'a pas les moyens de se sortir des rouleaux de 2 mètres par 10 en washi, quoi, tu vois. Ça. Mais voilà, pour le papier chiffon, nous c'était la ressource qu'il y avait en France, quoi, et en Europe de manière générale. Donc après, les fibres de bois, elles peuvent être bonnes et de bonne qualité. Le papier washi se conserve bien, mais parce que c'est des fibres qui ont été blanchies. Moi, j'ai des fibres de bois en plaques de fibres qui sont stabilisées, donc elles sont blanchies au bisulfite. C'est qu'on a extrait la lignine en fait. La fibre de bois, si tu enlèves la lignine, elle est stabilisée, elle va pas jaunir et durcir dans le temps. C'est vraiment la fibre de bois de base, le kraft. Typiquement, c'était du kraft qui servait à couper la production dans le lieu dont je t'ai parlé. Et le kraft, c'est la pire des fibres en soi. Elle est pas chère, elle permet de produire très rapidement. Mais par contre, elle est pas stable en fait. C'est ça qui fait que le papier jaunit et durcit et casse. Le papier washi, ils font je sais pas combien de rinçages, les machins. Bon là, tu les vois dans les vidéos sur Internet, là, quand ils font à l'ancienne, ils te balancent ça dans la rivière, nanani, nanana, ça prend 3 ans à préparer la pâte. Mais derrière, voilà, ils te font un papier ultra haut de gamme. Nous, après, en utilisant du drap, on a déjà une fibre qui est pré-travaillée. C'est ça l'intérêt, on va dire.
On part pas de la plante directement, quoi. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les feuilles pour faire joli et pour leur faire raconter des trucs? Alors, pour faire du joli, moi, je mets jamais déjà d'inclusion dans du papier non recyclé, on va dire. Parce que je vois pas l'intérêt. Ouais, l'inclusion dans du coton. Voilà, c'est complètement absurde de faire ça, de continuer. Alors, moi, si on me paye très cher et qu'on me demande de le faire, pourquoi pas, mais pour moi, ça fait pas sens. Donc, moi, toutes mes productions de base où il y a des inclusions, ben, de végétaux, de feuilles d'arbres, ça peut être des minéraux, des choses comme ça. Et ben. Comment ça peut être des minéraux? Ah! Oh là là, je veux revenir. Ah, non, on peut mettre de la pouzzolane. Non, mais des minéraux, c'est parce que t'as fait autre chose qu'avec la pierre de volcan qu'on ouais, il y a le mica. T'avais ça marche super bien le mica. Pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Ça lui donne un côté brillant? Ouais, ça fait des petites paillettes, quoi. Donc, je vais faire un papier bling bling. Là, j'avais fait que des essais, j'ai pas eu le temps de le faire, mais ça marchera super bien. Ah oui, parce que le truc qu'on a fait ensemble avec le volcan, c'est pas bling bling du tout, hein. Non, c'est bling blong. Ah, ouais, en fait, c'est vraiment du papier caillou. C'est-à-dire que moi, je l'ai utilisé pour faire mes tirages de typographie, où j'ai fait toutes les lettres avec de la gomme brûlée, avec de la pouzzolane. Et mes préférés, est-ce que tu te rappelles la première où on en avait mis vraiment beaucoup? Et où tu as acheté comme une brute dessus, là, où je t'avais dit c'est pas une bonne idée. Ah ouais, bah, elle est pleine de pierres, celle-là. Et j'ai fait un tirage dessus. Et les lettres, on les perd complètement. Mais du coup, j'ai une vraie typographie caillou, quoi, tu vois, dans du papier, du papier caillou. Alors, je pense pas qu'il y ait un business à faire là-dessus. L'expérience et l'histoire est rigolote et permet après de se détendre. Je pense que le papier pouzzolane, on a voulu essayer. Ça faisait un moment que je l'avais dans la tête aussi. Et bon, on a vu que c'était plus compliqué. Mais après, en saupoudrant, voilà, on peut faire des trucs. Ouais, c'est mignon. Voilà. C'est mignon. Plus pour l'histoire. C'est comme le papier neige, quoi. C'est ça. Ça se ressent pas trop. Bien, ouais. Mais je vais faire papier pluie bientôt, là. Enfin, je peux le faire déjà avec mon petit jet d'eau, mais je vais prendre des feuilles que je laisse sous la pluie battante et tu auras les impacts des gouttes. Oui, ça peut marcher. Donc ça, ouais, je pense que c'est un bon Tant concept. que tu fais pas le papier pipi. Ça peut aussi, hein. J'ai des demandes un peu particulières. Ah ouais, des fétichistes du papier, ça? Des fétichistes des pieds. Non, du papier, papier, justement. Non, moi, plus les pieds. Avec des empreintes de pied, monsieur le dur de la feuille. Voilà. Alors? Je rentre à pied. Non, mais t'as fait comment? Bah, avec mes petites jambes. Mais en pantoufle? Mais non, est-ce qu'on peut présenter Colline rapidement, qui est elle l'aime pas, elle. C'est qui ça? Colline, c'est la relieuse des papiers de Lagrange. C'est celle à qui il faut écrire quand on veut demander quelque chose et que t'as les mains dans le bac, en fait. C'est exactement ça. C'est elle qui gère tous les mails, les expéditions, qui fait les jolis paquets, qui fait plein de choses. Sans elle, je suis rien. T'as un dernier. Oh, c'est beau ça. C'est vrai. Tu parlais du travail, là. Ah non, tu ne parlais pas que du travail. Pas que du travail, mais même au travail. Hein, les papiers de Lagrange sans Colline, c'est plus les papiers de Lagrange. Le papier recyclé. Tu veux un peu de lumière peut-être? Ça faisait avec l'éclairage comme ça fait un peu creepy. Mystère. Ouais, c'est pas mal, ouais. On peut faire de l'ASMR. Ouais. Là, par exemple, ça, pour ton papier recyclé, le stock que t'as, ça représente quoi comme volume? Ben, le même volume de papier. Mais remis à plat. Merci. Tu sors combien de feuilles? Non, mais je peux pas te le dire parce que après, tu vois, je vais te remontrer. Tu seras obligé de me tuer, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est secret professionnel. T'étais plus simple la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. C'est vrai que j'étais plus simple, mais je suis devenu très sophistiqué, tu vois. Ça, forme d'exception. Hein. Ça, tu peux filmer, c'est pièces de musée, ça. Papier verger avec... Ça, on sait plus en faire des comme ça. Attends, mais c'est que tu l'avais récupéré chez... Ça, c'est Didier qui me l'a donné, celle-là. André, les siennes, elles sont super, mais elles sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus lourdes. Ça, c'est une d'André, par exemple, tu vois. Elles sont bien aussi, mais elles sont un peu plus grossières. Ça, c'est vraiment une forme qui a été faite il y a plus de 100 ans. Et ça, des trucs comme ça, on sait plus le faire. C'est tout fait à la main, c'est cousu à la main. Ça, c'est des semaines et des mois de travail. Et t'as rajouté ton... Et j'ai mis mon vilain filigrane dessus, voilà. Parce que c'est à moi. Et du coup, est-ce que tu vas passer à 4 branches ou alors t'attends d'avoir plus de... Non, alors... d'expérience? Ou tu le garderas pour ouais, je pense que je vais toujours le garder. Parce que d'un point de vue pas ouf, changer sa marque. Ah, je dis ça, c'est comme si les personnes qui allaient regarder, ils le savaient déjà, mais oui. Ouais. Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi, alors, les différences, les niveaux,
dans papetier. Ça, c'est une des explications sur les filigranes qu'André m'avait donné. Hein. Les filigranes, faut tout prendre avec des pincettes parce que derrière, il y a toujours le côté artistique. Tu vas vouloir faire un truc plus joli. Mais dans ce que André m'avait expliqué, donc il y a un des papetiers qui m'a formé en Dordogne, quand on est apprenti papetier, on a le droit d'utiliser 3 traits ou 3 symboles dans son filigrane. Quand on devient compagnon papetier, donc on a travaillé, comme moi je l'ai fait avec André, des choses comme ça, auprès d'autres personnes, qu'on est à peu près à 5 ans d'exercice, on peut avoir 5 traits dans son filigrane ou 5 symboles. Et après, quand on devient maître papetier, ça peut être 9 traits ou 9 symboles. Je crois que c'est un truc comme ça. Ça permet d'avoir une gradation, mais ça veut plus rien dire à partir du moment où justement l'effet stylistique vient rentrer dedans, parce que maintenant, après, même un papetier dans une carrière, il va avoir des filigranes différents parce que il aime bien ça, il aime bien. Voilà, moi mon filigrane des 3 cœurs, il avait un symbole pour moi, une symbolique forte. Oui, avec le temps, t'as pas envie de donc voilà, je veux pas changer de prénom, quoi. C'est ça, mais je pourrais peut-être éventuellement intégrer d'autres filigranes et après moi je garde aussi ceux d'André, tu vois. Donc j'ai par exemple, parce que en hommage à son travail, il m'a autorisé à garder ses filigranes. Il existe un document qui répertorie les filigranes ou l'histoire. Ouais, alors de ceux d'Auvergne, il y a notamment un bouquin de Jean-Louis Boitia sur les papetiers d'Auvergne, on va dire, et on voit pas mal de filigranes dedans. Ça, par exemple, c'est la main avec la clé. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est la main avec la clé et 2 mains en face qui reçoivent. Donc, c'est la transmission du savoir, de la connaissance. Donc ça, c'est un symbole fort. Moi, je les aime, les histoires comme ça. Ouais, celui-ci, je l'adore. Et après, André, il a eu d'autres filigranes dans sa vie, hein. Mais celle-ci, c'est intéressant parce que tu vois, j'ai apposé mon filigrane à moi. Il y a un des filigranes principaux d'André qui est une forme in quarto. Donc, une forme in quarto, c'est une forme comme celle-ci. C'est une forme avec une couverte qui la découpe en 4. Ça, je t'en avais peut-être pas parlé, mais non. Les formes à papier, donc ça, c'est une forme in plano parce que du coup, on a un cadre en entier. Quand on la coupe en 2, la feuille, ça va faire un in folio, donc les éditions folio. Après, on a le in quarto, le in octavo et ainsi de suite. Donc là, c'est un de ces symboles, c'est une forme in quarto avec l'étoile qui représente la connaissance. Voilà, donc ça, c'était son filigrane de maître papetier. Il a eu sa période des chaises aussi. Donc il avait un filigrane chaise. Tu vois. Donc tu fais un peu ce que tu veux. On dirait une échelle un peu. Mais... Oui, c'est une échelle, c'est une chaise plus ou moins. C'est une échelle. Ouais, c'est une échelle. Et après voilà, moi l'intérêt de mon filigrane, c'est qu'il est assez facile à reproduire, il est très visuel et il peut se lire dans tous les sens. Tu vois, dès que tu fais un truc qui est dans un sens ou dans un machin, c'est chiant. Là, moi mon filigrane, n'importe quel sens dont tu le prends, il va rendre visuellement, quoi. Donc, t'es pas obligé d'avoir un sens sur ta feuille. Tu la prends en paysage, en portrait, si tu as envie, c'est toi qui vois. Et là, voilà, c'est d'autres types de filigranes. Donc là, le Parisien libéré. Là, c'est les papetiers qui pressent à l'ancienne. Ça, pareil, hein. C'est tout du vent, hein. Depuis qu'on a inventé les presses hydrauliques, il n'y a plus personne qui s'embête avec des presses à cabestan. Après, je dis ça. Tu sais pas si un jour t'en utiliseras une pour faire genre, voilà, c'est ça? L'idée, non, je dis ça, l'idée, j'aimerais bien peut-être en refaire une un jour dans l'atelier du vrai papier chiffon, histoire d'avoir une production qui est vraiment faite à l'ancienne. Oui, mais c'est plus pour le folklore et la... Mais voilà, mais non, moi l'idée c'est pas de faire du folklore, c'est de montrer la réalité des choses, donc je pense pas que je ferai ça. Si je le fais, je m'en servirai, quoi. Voilà. Pour dire, elle a vraiment été faite à l'ancienne, à l'ancienne. Et donc après, le papier recyclé, c'est encore autre chose. Ça, je t'avais fait les explications déjà. Oh putain. Oui, fais gaffe où tu mets les pieds. Voilà, ça c'est les cales pour la presse hydraulique. Ça n'a, ouais. C'est la presse hydraulique, ouais. Ça fait très contemporain, ça, pour le coup. Donc là, pour le papier recyclé, je t'avais déjà fait toutes les explications. On avait déjà fait ensemble. Mais c'est un hydropulpeur qui transforme le papier recyclé. Oh la vache, la dernière fois, j'ai ramassé 40 feuilles pour les scanner et tout. T'as vu, hein? Je vois le temps que j'ai eu pour les traiter. Alors toi, j'imagine pas. On n'est pas sur le même volume, ouais. Non, on n'est pas sur le même volume. Ouais. C'est un travail, monsieur. Ouais. Ça, c'est un travail, ça, c'est très, très fatigant, l'automne. Ah, puis elles sont magnifiques, mais elles sont fragiles, quoi. Ben ouais. Mais par contre, t'as vu le rendu tout à l'heure, je t'ai montré, c'est. Même, j'ai vu hier les photos que t'avais partagées. Oui, t'as vu, c'est joli. Ah, bah, elles sont magnifiques.
Et donc voilà, tu ça m'as même c'est. dit que si j'étais sage. Ah oui, t'en aurais une, mais j'espère. Ben on va aller les voir. J'étais sage depuis tout à l'heure. Peut-être que t'as été sage. Est-ce qu'elles ont séché? Est-ce qu'il y a la petite lampe? Ah, pour passer à travers? Non. Attends. Je vais regarder. Oh. Alors celle-ci, c'est la plus chargée. Attends, on va aller voir celle-là, regarde. Elle est plus grande. Et là, tu as des trucs qui peuvent être jolis. On a des trucs sympas. Donc là, le papier n'a pas fini de sécher. Ça me donne envie de dessiner dessus. J'ai envie de faire des cabanes avec Soon qui se balade dedans, faire une cité dans les feuilles. Il t'en faudrait une pas trop chargée alors. Oh, ben, je me débrouillerai. Attends. Je pense. Après, tu peux finir de la faire sécher à la maison. Hein. Tu choisis. Tu y arriveras. Tu choisis ma contrainte. Oui, j'ai pas un gros étendoir comme toi, mais j'ai quand même quelques étendoirs. Ouais, mais regarde si je t'en mets une. Celle-ci, tu arriveras bien à faire quelque chose là. Et celle-là, là, c'est des fonds de cuve, c'est quoi? C'est les fonds de cuve, ouais, c'est des feuilles géantes que je fais. J'en sors une quinzaine par an. Et c'est des feuilles tableau, quoi. Je les vends 300 balles. Parce que c'est des pièces uniques. Ouais, bah ouais. Et j'en ai vendu une il n'y a pas longtemps aux États-Unis justement. Ah ouais? Ouais. Bah, le papier lune. Ah, tu vois, celles-ci, elles ont un peu. Si t'en fais une sans insert, tu m'en laisses une pour que je fasse une peinture dessus et on la vend tous les deux? Je peux t'en donner une carrément même. Mais non, on la fera et tu la vendras sur ton site. Oui. Et ben, si tu veux. Parce que je dois en avoir des à peu près bruts. Tu vois? Ah ouais, où il n'y a pas grand-chose. Trop bien. On pourra faire ça, ouais. Avec le grain et tout, je pense qu'il y a des trucs à faire en la prenant de biais pour choper la matière, ça peut être génial. Ouais, on regardera. Donc, bah voilà, tu peux prendre celle-ci. Hein. Bon, elle est un peu humide, mais tu finiras de la sécher chez toi et tu la remettras à plat. Ok. Ça te plaît s'il y a des morceaux qui sortent? Ouais. C'est authentique. Non, mais surtout, on peut faire parler l'histoire au-delà de la feuille. Donc, bon, là, t'as un peu de lumineux. Le côté méta. Je parle pas de Facebook. En plus, regarde, t'as des petits... Attends, je vais te mettre un petit carton. Ah, j'ai un carton dans la voiture. C'est vrai? Ouais, ben, je te donnerai les autres feuilles en même temps. Très bien. Je pose là. Je viens de chercher tout à l'heure. Je reprends mon mug. T'as un dernier truc à me montrer? Eh ben, le dernier atelier... Attends, c'est une grosse presse à... C'est une presse à notaire. Tu l'utilises pas, celle-là? Si, pour remettre le papier à plat. Justement. Ok. Donc, ouais, elle est bien pratique pour ça. Dernier truc, ben, je sais plus si je t'avais montré le dernier atelier en construction. T'avais peut-être vu un petit peu. Le dernier atelier en construction, tu me parles de quoi? Du troisième atelier au bout. Ah, celui au fond, ouais, tout dehors? Ben là, j'ai fini de remonter la pile hollandaise du coup dedans. Mais la dernière fois, c'était, je te rappelle, c'était cet été. Hein. J'avais pas pu repasser. T'étais pas là la dernière semaine de résidence, donc. Oui, c'est vrai. J'ai été où? Alors, faut faire gaffe parce que hier, il y avait une vipère, mais j'ai réussi à la choper. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu foutu ça au milieu du chemin. Là, elle s'était calée. Mais ça, tu l'avais vu, ça. Monté. Ouais, voilà. Monté, mais est-ce qu'elle était remontée entièrement? Je suis pas sûr. Il devait y avoir qu'un morceau. Donc là, tu vois, j'ai fini de la remonter. Donc, comme ça va te permettre d'avoir une cuve pour le recycler et une pour le coton. Exactement, d'avoir 3 ateliers indépendants. Un atelier où je ferai que du papier recyclé, celui du milieu que du vrai chiffon, et là que de la plaque de fibre. Ouais. Voilà, que de la pâte sèche. Ouais. Super. Le circuit est plus grand sur celle-là. Voilà, mais par contre, elle est moins robuste que la petite à côté qu'on a vue parce que le cylindre est fixe. Là, le cylindre bouge pas. Sur l'autre, c'est le cylindre qui vient faire le lien avec la platine en dessous. Là, c'est le cylindre qui est fixe. Donc, si tu balances du chiffon là-dedans et que ça bourre, ben, tu casses la machine. Alors que l'autre, si ça bourre, soit la courroie saute, parce que c'est une courroie à l'ancienne, là, les grosses courroies en cuir, soit ça fait sauter le cylindre carrément. Bon, le cylindre, il fait 80 kg, hein, mais ça va le faire sauter. Ouais. Parce que le chiffon, quand ça se met à bourrer, c'est aussi dur que la pierre. C'est vraiment... Donc, il faut des machines spéciales pour traiter le chiffon. Et il y a très peu de piles hollandaises qui sont capables de traiter du chiffon maintenant. Celle-ci, elle est conçue que pour traiter de la pâte sèche, que de la plaque de fibre. Il y en a beaucoup en France, on va dire il doit y avoir une trentaine, quarantaine maximum. La majorité, ça peut traiter que de la plaque de fibre. Moi, je vais avoir 3 piles hollandaises en tout et normalement, j'en aurai 2 qui pourront passer du chiffon.
Toi, par rapport à tout ça, tu souhaites que ça se sache, entre guillemets, tu vois comment tu t'y retrouves, c'est quoi ton intérêt à ce que les personnes se... Ah bah complètement, c'est que tu vends pas le même produit en fait déjà. Alors je parlais, ouais, oui, d'accord, le côté pédagogique, mais Ouais. ton savoir en fait, t'as envie de réinonder la France de papier et que les jeunes papetiers viennent te voir pour prendre des conseils. Comment Ça tu pourrait, te... ouais, c'est ce que j'ai dit, un de mes buts ultimes, je pense, mais ça, ce sera quand je serai un peu plus vieux, ce serait de relancer les compagnons papetiers. Si on arrivait à faire ça, ce serait le top. Mais on est quand même dans un artisanat qui a quasiment disparu. Mais voilà, ça, ce serait une de mes volontés. Je transmets déjà un peu mon savoir-faire au travers de mes stages quand je reçois des stagiaires à la journée, des trucs comme ça. Tu prends que genre des papetiers ou alors des Non, artistes je prends des débutants, ouais. Les artistes peuvent venir. Genre comme moi, je suis venu dans le cadre de ma résidence pour faire des expériences, tu peux bosser avec des artistes. Oui, mais toi, c'est que t'es mon copain, c'est pas pareil. Non, mais après, tu peux avoir des affinités. Et, mais oui. Et après, il y a des artistes très cordial avec d'autres artistes. Voilà. Pas obligé d'être amis à chaque fois, c'est quoi, ça. tu vois. Mais il y en a où voilà, ils peuvent réserver même l'atelier. J'ai fait des tarifs pour ça. S'ils veulent travailler sur une production, un truc, voilà. Moi, après, c'est ça le problème, c'est que je peux pas dire oui à tous les projets en disant oui, on bosse gratuitement. Toi, c'est qu'on s'est bien entendu, donc on a fait ça, c'était rigolo. Il y avait un échange et on était dans cette démarche de merde. Démarche de merde. De merde. Ah, j'ai pas fait. Non, mais on était dans l'expérimentation. Ça t'a fait, ça a été. Oui, c'était ça qui était rigolo. On n'avait pas d'obligation de résultat tous les deux. Et entre guillemets, on s'est offert quelques journées de recherche. C'est tout à fait ça. Qui permettent de rebondir sur d'autres choses et de comprendre réellement comment ça fonctionne et de pousser les limites de façon à ce qu'on dise ça on peut pas, ça tu vas pas pouvoir faire des trucs trop gras, trop durs. C'était exactement si on n'expérimente pas à un moment, tu pourras pas faire évoluer et tu comprends pas pourquoi on a établi telle ou telle limite, quoi. C'est ça, et surtout moi j'essaye d'expérimenter de mon côté, mais toi tu as amené un regard nouveau sur mon activité parce que moi je suis dans un regard on va dire professionnel de mon truc, donc je me dis tiens faudrait que j'essaye ça sur ça, mais toi t'es arrivé comme je t'ai dit quand t'as voulu jeter ta pouzzolane sur la forme. Je me l'ai dit, c'est pas une bonne idée, ça va pas marcher. Je veux quand même qu'on le fasse. Mais voilà, mais c'est bien parce que ça me permet de me redire, oui, c'est sûr que ça marche pas. Parce que je savais que j'avais déjà tenté des trucs un peu dans le genre, mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Et tu vois, ça m'a reconfirmé quelques petits trucs. Et en même temps, mais au final, t'as eu des bonnes idées. Je la garde cette feuille et elle parle. Elle est très bien. Elle raconte un truc. Je pense que la ratée, elle était vraiment trouée. Il y en a une là où t'avais vraiment fait la brute. Faut que je les retrie, mais je sais que celles qui sont très très granuleuses. Oui, c'est celle où tu les avais mis par-dessus. Ouais, parce que il y a un côté vraiment granuleux. Pierre, t'as l'impression en fait d'avoir une feuille de ciment. Si tu prends un morceau de ciment, si tu prends un morceau de ciment et que tu essaies de le couper au laser pour avoir un truc super fin, il va s'effriter, il va se péter, ça marche pas. Par contre, la tenue de la feuille, elle donne une souplesse, quoi. Et le grain de la feuille, parce que le grain, je te jure, il est vénère. Il y a des endroits, ça doit faire peut-être 2,5 ou 3 mm de haut, tu vois. Oui. Tu le touches, t'as pas l'impression de toucher une feuille, t'as l'impression de toucher un morceau de caillou qui a été coupé au laser, super fin. On a créé un super produit finalement. Ouais, alors tu vas pas le mettre dans un c'est pas très utilisable. Mais pour parler de l'Auvergne comme je l'ai fait et raconter un truc un petit peu rustique, ça fonctionne très bien. Parce que avant même d'avoir observé ce qui est dessiné dessus, le matériel lui-même, tu l'as dit, hein, il raconte un truc. Il raconte une histoire, il est lié à une provenance, à un lieu. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir avec les papiers de Lagrange? De travailler un peu moins. Que ça continue. Que j'arrive à finaliser ce 3e atelier. Oui, t'as pas prévu de monter un 4e à 5e? Non, là c'est bon. J'ai 3 productions différentes, donc il me fallait 3 ateliers pour que pédagogiquement ce soit plus parlant et plus pratique aussi. Parce que le fait de pas mélanger les productions, ça évite d'avoir à rincer le matériel à chaque fois, ça évite de tout mélanger. Là, au moins, tout sera indépendant. Donc, moi, quand je dirais, je fais du papier, plaque de fibre, même pour mes abonnés Instagram, je veux dire, quand ils me verront travailler sur cette machine, ils sauront que c'est du papier plaque de fibre. Quand ils me verront travailler sur l'autre, ils sauront que c'est du chiffon. D'un point de vue pédagogique, il n'y a pas mieux que de séparer les productions pour expliquer que c'est des choses différentes. Parce que le papier chiffon et le papier pâte sèche ou plaque de fibre, ils se ressemblent beaucoup, comme je te l'ai dit. Et la seule manière de bien les distinguer, c'est de montrer que ils n'ont pas été faits au même endroit et tout. Donc, ça a un intérêt pédagogique, ça a un intérêt pratique. Et puis, ça m'a fait plaisir parce que j'ai plein de place. Donc, mis à disposition. Donc, j'ai continué. Et on rigolait tout à l'heure avec le papier japonais, mais
Est-ce que à la longue, t'envisagerais pas un jour alors deux choses, soit d'un jour recevoir un papetier japonais pour lui montrer ta production, parce que ta production elle est quand même différente de ce que eux font, carrément, soit toi-même un jour aller faire un stage là-bas pour le vivre, quoi. Ça m'intéresserait carrément, ouais. Je pense que c'est quelque chose que je ferai plus tard, parce que pour l'instant j'ai vraiment trop de boulot, trop de projets en local. Mais oui, vu qu'en plus je voyageais beaucoup avant, on peut pourquoi pas reprendre, on va dire, mon parcours de voyage, plus pour mon activité professionnelle, ça serait carrément. Bah, je voulais aller au Japon depuis très longtemps, donc ce serait l'occasion. Mais par contre, je vais essayer d'innover déjà moi à mon échelle. On a déjà des projets en local. Là, avec le PAL, ils veulent me donner de la bouse d'éléphant pour essayer de faire du papier bouse d'éléphant. Ah, tu vas faire de la valorisation de déchets, c'est très bien. Voilà, donc on continue. Moi, j'expérimente sans arrêt, de toute façon. C'est ce qui m'intéresse dans mon boulot, c'est reprendre un savoir-faire ancestral, mais y apporter ma petite touche à moi et mon regard neuf. Et voilà, faire du papier bouse d'éléphant en Auvergne, je suis pas sûr que ça se soit déjà fait auparavant. Bah, y a pas beaucoup d'éléphants là. C'est ça. J'ai la chance d'avoir été contacté par les rares personnes qui ont des éléphants. Alors, je suis pas très parc animalier, mais bon. Mais t'es très bouse, du coup. Voilà, c'est qui sont là, qui ont de la bouse. Tu vas peut-être te faire une yourte avec la bouse d'éléphant. Je peux faire, ouais, ça c'est une idée. Merci pour tout le temps qu'on a passé ensemble. Merci pour ta générosité. À aucune discussion été fermée. Tu as toujours très bien expliqué. Et je parle beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi, Olivier.